Je voulais juste dire que je voulais juste vous remercier de m'avoir associé à votre congrès et c'est un plaisir aujourd'hui de vous présenter cette conférence intitulée Place des dispositifs médicaux dans la prise en charge des maladies coronariennes. J'ai inclus quelques vidéos dans la conférence. J'espère que la transmission sera bonne. Donc, pour commencer, je vais dire que les maladies cardiovasculaires, elles causent plus que 17,5 millions de décès et ce qui représente à peu près 31% de la mortalité mondiale totale. Et plus que 7,4 millions sont dus malheureusement à des cardiopathies coronariennes. Et pour juste un petit rappel physiologique, il faut savoir que le cœur, il fonctionne grâce à des artères coronaires qui vont lui apporter de l'oxygène et des nutriments, et que ces artères, elles prennent naissance à la surface du cœur, mais en revascularisation, on ne va traiter que les artères qui irriguent le ventricule gauche, à savoir la coronaire droite, l'interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. Donc, à l'origine de ces maladies coronariennes, il y a l'athérosclérose. Rien que plus beau pour vous expliquer tout ça, j'ai trouvé cette vidéo. Et donc, lorsqu'on prend une vue de l'artère coronaire, on voit bien que cette artère-là, sa paroi est constituée de 3 tuniques, une tunique externe, une tunique musculaire et une tunique interne. Et les cellules qui constituent la tunique interne, ce sont les cellules squameuses. Lorsque l'artère elle va transporter du sang qui est riche en cholestérol sous sa forme LDL, le LDL cholestérol, il va s'absorber sur la paroi de la tunique interne. Donc, ils vont s'agripper à la paroi, ils vont s'insérer à l'intérieur des cellules épithéliales, et tout en s'insérant, elles vont constituer une couche appelée plaque. Et cette couche qui est retrouvée entre la tunique musculaire et la tunique interne, en s'épaississant, elles vont entraîner un rétrécissement de la lumière de l'artère coronaire, ce qui va constituer l'athérosclérose. Mais parfois, il peut y avoir une fissuration au niveau de la plaque. Et cette fissuration, elle va entraîner une activation, une adhésion des plaquettes et leur activation et la formation de couches de fibrine et donc d'un thrombus qu'on appelle caillou. Et ce phénomène-là, il va obstruer l'artère coronaire et ce qui définit l'athérothrombose. Donc là, ce sont des vues en post-mortem des artères coronaires. Vous trouvez dans la première photo, c'est une athérosclérose sévère calcifiée. Dans la deuxième, en fait, c'est un thrombus avec une réduction de la lumière du coronaire, c'est juste une occlusion partielle, alors que dans la troisième photo, c'est un thrombus extensif entraînant la mort subite du patient. Ces définitions d'athérosclérose vont nous permettre de classifier les ischémies en 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les ischémies chroniques et il y a les syndromes coronariens aigus avec ou sans plus décalage du segment ST. Et donc les ischémies chroniques, elles sont causées par une obstruction coronaire partielle chronique par une plaque d'athérome. On le voit dans la clinique d'un angor stable. Et les syndromes coronariens aigus, on a soit une obstruction partielle ou totale, cette fois-ci par un thrombus. Et donc on le voit dans les syndromes coronariens aigus avec les manifestations des angors instables, des IDM sans ampute et des IDM avec ampute. Dans le premier cas, la prise en charge de revascularisation, elle sera programmée, alors que dans le deuxième cas, la prise en charge de revascularisation est une urgence médicale. Donc, au cours des syndromes coronariens aigus, donc ce qu'il faut faire, c'est reperfuser le plus rapidement possible, idéalement dans les 2 heures
après le commencement des symptômes, puis il va s'en suivre des traitements symptomatiques et des traitements d'entretien qu'on va prescrire aux patients. Donc, comment reperfuser? Finalement, on peut reperfuser de deux manières, soit d'une manière mécanique, par une coronarographie qui est suivie d'une angioplastie coronaire. Et cette technique-là, elle est effectuée dans une salle de cathétérisme vasculaire qui est adaptée, soit par une reperfusion pharmacologique. Donc, on va effectuer une thrombolie lorsque, par exemple, la salle de cathétérisme est trop éloignée du patient. Et donc, dans ce cas-là, on va injecter un agent thrombolytique, à savoir la streptokinase, l'altéplase et la ténectéplase, c'est le métallisme, qui est de plus en plus indiqué et de plus en plus approprié, vu que son administration, elle est la plus facile. Et donc, finalement, si on va revasculariser, soit si on est inférieur à 1 heure, voire même 2 heures, on va faire une angioplastie primaire. Si la salle, elle est éloignée, on peut faire une thrombolie. Et si il y a un succès de la thrombolie, on peut programmer la coronarographie et l'angioplastie un peu plus tard. Si on n'a pas de succès de thrombolie, on va se rabattre sur une angioplastie de sauvetage dans ce cas-là. Donc, finalement, une salle de cathétérisme est une salle qui est dotée de matériel qui va permettre de visualiser l'arbre coronaire. Il faut avoir à disposition tous les dispositifs médicaux nécessaires pour pouvoir effectuer une angioplastie primaire à n'importe quelle heure lorsque un IDM se déclenche chez un malade. Donc, on va avoir les centres diagnostiques, on doit avoir les stents à différentes tailles, on doit avoir les ballons et on doit avoir tous les autres matériaux que je vais vous présenter un par un. Donc, au cours d'une coronarographie, en quelques mots, c'est une radiographie des coronaires qui va permettre de visualiser l'ensemble des artères coronaires. Ça permettra en fait de déceler, de localiser les zones de rétrécissement ou de sténose provoquées par des plaques d'athérosclérose ou d'athérome. Et donc, une fois qu'on les a décelées, on pourra ainsi les mesurer et mesurer les dimensions pour appliquer la prothèse à la taille nécessaire. Donc, c'est indiqué en urgence dans le traitement de syndrome coronarien et l'IDM, comme je viens de vous dire, ou à froid, à visée diagnostique, surtout dans le cas d'un Angor-Stab. Il faut savoir également que dans 40% des cas, la coronarographie aboutit à un geste de revascularisation. Il s'agit d'un examen invasif qui, à travers d'une artère radiale ou fémorale, on le fait de plus en plus à travers l'artère radiale parce qu'on a moins de risque d'hémorragie. Après injection de produits de contraste iodé opaque au rayon X qui va permettre de visualiser l'arbre coronaire, et ça s'effectue dans une salle de cathétérisme qui est spécifique et qui est équipée. Bien évidemment, il faut suivre des règles d'asepsie rigoureuses pour éviter tout risque de surinfection. Alors que l'angioplastie, on va faire la dilatation coronaire qui permettra de rétablir la circulation artérielle en dilatant le rétrécissement et la sténose. Il s'agit d'une urgence au cours des syndromes coronariens aigus. Il faut le faire idéalement dans les 24 heures, maximum dans les 48 heures, parce qu'à tout moment, ça peut évoluer vers un infarctus du myocarde. Au cours d'un infarctus du myocarde, dans l'idéal, c'est dans les 2 heures du début des symptômes. Et on peut l'effectuer également en sauvetage si on a un échec de la thrombolyse. Donc, c'est une revascularisation pharmacologique qui est ratée. Et puis, ça peut être programmé dans certaines maladies coronariennes stables. C'est également un acte invasif qui n'est pas chirurgical, qui révèle de la cardiologie interventionnelle. Ça s'effectue en 2 temps, s'il est effectué en urgence. Donc, au même moment, on va faire en premier temps une coronarographie et en deuxième temps, on va faire la dilatation et donc l'angioplastie. Ça peut être fait à froid lorsque la coronarographie elle a été déjà réalisée auparavant. Et donc, on l'a fait en un seul temps, donc uniquement la dilatation. Et donc, ça permet de revasculariser l'artère avec ou sans pose d'une prothèse endocavitaire, plus couramment appelée stent. On peut revasculariser uniquement par une dilatation d'un ballonnet, mais ça se fait c'est de plus en plus rare
maintenant on applique presque toujours un stent. Donc, quels sont les DM qu'on utilise pour traiter pour revasculariser un patient? Donc, je vous ai mis deux tableaux parce qu'il y a des dispositifs médicaux qui sont communs, d'autres qui sont particuliers à l'angioplastie. Donc, dans les deux techniques, dans les deux procédures, on utilise un désilé ou c'est un introducteur. Dans les deux, on va utiliser un guide diagnostique 0035 qui va supporter la montée du cathéter diagnostique au cours de la coronarographie. Ce cathéter diagnostique, il va permettre de visualiser les coronaires grâce à l'injection de produits de contraste iodés par un dispositif particulier. Alors qu'au cours de l'angioplastie, on a le même désilé, qui est un introducteur qui va permettre l'accès aux artères du patient. Et puis, on va utiliser le même guide. Ce guide diagnostique, cette fois-ci, il va supporter la montée du cathéter guide. Une fois que le cathéter guide il est arrivé à l'artère qu'on va traiter, on va enlever le cathéter guide 0035 et on va introduire le guide d'angioplastie. Celui-là supportera la montée du ballon de dilatation et il supportera également la montée du stent, appelé également endoprothèse coronaire. Le système inflateur, en fait, c'est un système qui va permettre de gonfler ou de dégonfler les ballonnets, ou ce qui permettra également de gonfler le ballonnet à l'intérieur du stent pour pouvoir le déployer. Donc finalement, qu'est-ce qu'un désilé, appelé également introducteur? On utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, de plus en plus la voie radiale parce qu'on a moins de risque d'hémorragie. Il faut auparavant faire une petite anesthésie locale grâce à la lidocaïne au niveau de point de la ponction et on utilisera la technique de Selzinger. Elle est composée d'une aiguille, d'un mini-guide. Vous allez voir dans une vidéo plus tard qu'au cours de la coronarographie, on peut s'en passer de ce mini-guide parce qu'on a d'autres guides qu'on peut utiliser. Et on a un introducteur avec la valve hémostatique et le robinet et un dilatateur. Finalement, qu'est-ce que la technique de Selzinger? La technique de Selzinger, je fais juste... Donc là, c'est une coupe de l'artère fémorale. Là, on va introduire le désilé par la technique de Selzinger. Donc, on va juste repérer l'artère. On va introduire l'aiguille entre 30 et 45 degrés. On va vérifier le reflux sanguin. Une fois que le sang il va refluer, on va introduire le mini-guide. Une fois le mini-guide il est introduit, on enlève l'aiguille. Ce mini-guide, il servira comme guide pour introduire l'introducteur avec le dilatateur. Une fois l'introducteur, on vérifie qu'il y a un reflux de sang. Une fois que l'introducteur il est introduit, on enlève le guide et on enlève le dilatateur. Ainsi, l'introducteur il est mis en place. Finalement, une fois qu'on a mis l'introducteur, on va introduire le guide diagnostic 0035. Et donc celui-là, il va supporter la montée du cathéter diagnostique, plus couramment appelé sonde de diagnostic. C'est la sonde qu'on utilise dans la coronarographie pour pouvoir vérifier les artères coronaires. Ce guide-là, il est composé d'une âme en nitylol et en acier, d'une gaine métallique spiralée. Il a plusieurs caractéristiques, il y a plusieurs guides avec plusieurs longueurs, ça va de 120 à 260 cm. Ça peut avoir une extrémité droite comme une extrémité en J flexible. Et le revêtement, il est généralement en PTSE, mais on retrouve également des guides avec des revêtements hydrophiles. Et la différence, c'est la capacité de franchir les lésions tortueuses. Bien évidemment, c'est un guide qui est radio et opaque, donc les praticiens pourront
le voir tout au long de la montée de la procédure. Donc, comme je vous ai dit, nous avons vu le guide diagnostique. Ce guide diagnostique, il va supporter la montée du cathéter diagnostique, plus couramment appelé sonde diagnostique. Ça permet l'exploration des coronaires et c'est composé d'une embase, d'un hypotube en polyuréthane et puis d'une extrémité qui est courbée. Les extrémités, il y a plusieurs extrémités et plusieurs sondes et tout dépend de l'utilisation, mais ceux qu'on utilise le plus couramment, c'est les sondes appelées sondes Judkins et les sondes en place. Toutes les deux, elles sont utilisées pour opacifier la coronaire gauche ou bien la coronaire droite. La deuxième, c'est en deuxième intention. Vous avez d'autres courbures, comme celle-là en queue de cochon, c'est la pixel, il y a l'intramammaire, la multipurpose, le BU et la bypass. Et puis pas que, il y a aussi des tailles dans les différentes courbures. Il y a la JL3,5, la L c'est Judkins, L ça veut dire left. Il y a la JL et la JR, R comme right. Judkins droite et Judkins gauche, là c'est la Judkins gauche avec plusieurs tailles. Il y a la JL3,5, JL4, excusez-moi, JL5, JL6. Et puis pour la AL, exactement, c'est l'emplace, plusieurs tailles selon, parce qu'on a plusieurs physiologies, on a plusieurs anatomies, ça diffère d'un patient à un autre. Donc tout dépend du patient, les praticiens, ils vont choisir la L1, la L2 ou bien la L3. Et donc, pour finir, pour la coronarographie, on va utiliser, comme je vous ai dit, un dispositif qui va permettre l'injection d'un produit de contraste iodé qui est soit par une injection manuelle, dans ce cas-là, on utilisera une seringue, un raccord avec valve anti-retour, un prolongateur et un robinet haute pression, soit par une injection automatique, et dans ce cas-là, on utilisera un injecteur automatique. On a dans ce cas-là des seringues adaptées à ces injecteurs-là, avec des prolongateurs simples en Y, et tout au long de la procédure, on va faire des petites injections de produits de contraste iodé pour pouvoir visualiser les coronaires. Donc là, je vous ai choisi une vidéo pour montrer ce qu'on vient de voir pour les DM de coronarographie. Donc là, le praticien, il a procédé à la désinfection du bras du patient. Il fait une petite anesthésie locale par la xylocaïne. La lidocaïne à 1% ou à 2%. Donc là, il va ponctionner par l'aiguille, comme je vous ai montré selon la technique de Selzinger. Il vérifie le reflux de sang dans la canule. Et là, il va juste introduire le guide 0035. Ça ne sert à rien d'introduire de guide. Donc, il va utiliser le guide qu'il va utiliser pour la sonde plus tard. Il l'introduit. Et là, il va ramener son introducteur. Il retire l'aiguille. Il amène l'introducteur radial. Il l'insère. Il enlève le dilatateur. Il va contrôler juste le bon positionnement. Et là, puisqu'il a mis il va avancer le cathéter diagnostique à l'intérieur du guide 0035. Le guide, il va guider la montée de la sonde diagnostique jusqu'à l'arrivée au niveau des artères. Et là, voici les images de l'injection de l'arbre coronaire. Une fois l'examen terminé, ils vont juste mettre une valve hémostatique. Là, on va passer à l'angioplastie.
Comme je vous ai dit, ils ont des dispositifs médicaux qui sont communs, à savoir le défilé et le guide diagnostic. On ne va pas utiliser un cathéter diagnostique ou la sonde diagnostique. Cette fois-ci, on va utiliser un cathéter guide. Donc, le cathéter guide, c'est un cathéter d'approche pour angioplastie. Il va être positionné au niveau de l'osseum du vaisseau à traiter. Il a une lumière interne qui est large. Il est constitué de polyamide de maillage métallique et d'un revêtement interne en PTFO en silicone, ce qui va permettre sa navigabilité. Il a une extrémité également flexible et radio-opaque. Flexible, et donc ça ne traumatise pas, ça ne crée pas de traumatisme au niveau des artères coronaires. Et ça permet, la radio-opacité permet sa visibilité. Donc, ce cathéter guide, une fois mis en place, on va enlever le cathéter diagnostic 0035 et finalement, on va introduire à travers le cathéter guide un guide d'angioplastie 0014. En fait, c'est un rail pour le matériel de revascularisation. Ça a une longueur entre 180 à 300 cm. Son matériau, il est en acier en nitinol. Ça a un revêtement. Ça peut être en PTFE, ça peut être en hydrophile, ça peut être un revêtement hydrophobe. Et son extrémité est également flexible, donc elle est atraumatique, également radio-opaque, donc elle est visible. Elle peut être une extrémité droite ou en J. Ça peut être un support léger à super léger. Ça peut être un support qui est rigide ou floppy, c'est-à-dire qui n'est pas du tout rigide. Et ça va conditionner sans glissement la mémoire et le torque de ce guide. Et il est indiqué en première intention dans les anatomies tortueuses et complexes. Donc, comme je vous ai dit, ce guide-là, il va supporter la montée du ballon. Donc, on va revasculariser par une dilatation. Le ballon, il est constitué d'une embase, d'un corps proximal, c'est un hypotube, ou d'un corps distal polyamide ou silicone avec un revêtement hydrophile. Et on a un ballonnet qui est en polyamide ou en silicone avec un revêtement hydrophile avec différents diamètres et différentes longueurs. Les diamètres et les longueurs, en fait, tout dépend de la plaque d'athérosclérose ou d'athérothrombose qu'on doit plaquer, qu'on doit revasculariser. On va choisir le diamètre qui est adéquat et la longueur qui est adéquate. Il faut savoir également que chaque ballon, il a une pression nominale et une pression théorique de rupture. La pression nominale, c'est la pression qu'on doit appliquer pour arriver au diamètre qui est indiqué sur le ballon. Un ballon qui a un diamètre de 2 mm, si c'est un ballon semi-compliant, il faut, par exemple, c'est indiqué qu'il a une pression nominale de 14. Donc, si j'applique une pression de 14 atmosphères, je sais que mon ballon, maintenant, il a un diamètre de 2 mm. Et on a également une pression théorique de rupture, c'est-à-dire c'est une pression au-delà de laquelle le ballon peut éclater. Donc, il ne faut surtout pas arriver à la pression théorique de rupture. Pourquoi on a ces deux différentes pressions? Parce que pour un même ballonnet, même si c'est indiqué un diamètre, je reste sur le même exemple, de 2 mm, on peut appliquer une pression qui est légèrement inférieure à la pression nominale. Donc, on peut arriver à un ballonnet qui a un diamètre 1,9 mm. Ou une pression légèrement supérieure à la pression nominale, on peut aboutir à un ballonnet qui a un diamètre de 2,1 ou de 2,2, mais il ne faut surtout pas atteindre la pression théorique de rupture. Donc, ça a plusieurs caractéristiques. Un ballon, il y a des ballons qui sont semi-compliants et les ballons non compliants. La compliance, c'est la modification du diamètre du ballon en fonction de la pression appliquée. Les semi-compliants, ce sont les ballons qui ont une pression nominale qui est de l'ordre de 14 à 12. Pour les ballons non compliants, excusez-moi, la pression nominale, elle est de l'ordre de 20 atmosphères. Et les premiers, ils sont généralement utilisés en prédilatation et les seconds, ils sont utilisés en post-dilatation. Il y a également d'autres caractéristiques.
comme la flexibilité, la crossabilité et la traquabilité. Et donc, pour gonfler ces ballonnets, on a un inflateur qui permet d'inflater et de maintenir la pression et de pouvoir déflater les ballonnets tout en injectant un mélange de sodium et de produits de contraste iodé. Et donc, c'est composé d'un manomètre, d'une seringue avec poignée et d'un prolongateur à 3 voies. Et donc, ça a plusieurs caractéristiques. Le volume de la seringue et la pression maximale qui est permise. Et puis, il y a d'autres systèmes. Il y a le système de thromboaspiration qu'on utilise de moins en moins. Ça a des caractéristiques également. Ça permet généralement ça permet d'aspirer en fait les thrombus au niveau des artères coronaires. Je vous ai mis une toute petite vidéo. En fait, c'est un système qui va permettre d'aspirer. Il est introduit, une fois il est introduit à travers un guide, il va permettre d'aspirer le thrombus. Comme vous voyez sur les images qui défilent. Et une fois c'est aspiré, on peut insérer un stent ou un ballonnet pour pouvoir dilater l'artère. Donc là, on va juste inflater le ballonnet à l'intérieur du stent et là, le stent il est mis en place. Pour finir par le dernier dispositif médical, ce sont les stents et donc les endoprothèses. C'est un dispositif le plus souvent métallique, maillé et tubulaire, glissé dans une cavité naturelle pour les maintenir ouvertes. C'est un support généralement artériel et c'est dispositif médicaux implantables de classe 3 et ça permet la revascularisation et de maintenir la lumière artérielle ouverte après dilatation. Parce qu'avant, on utilisait uniquement les dilatations à ballonnet. Donc, on a retrouvé que finalement, la lumière artérielle n'est pas maintenue ouverte et elle se rétrécit. C'est pour cela qu'ils ont pensé à développer ces stents-là. Donc, un stent a plusieurs caractéristiques. La première, c'est le matériau. Ça peut être en acier inoxydable, ça peut être en alliage cobalt-chrome ou cobalt-nickel. C'est l'épaisseur d'émail, c'est le profil, la flexibilité, la conformabilité. Il y a aussi le pourcentage, le recoil, ce qu'on appelle pourcentage du diamètre de stent déployé qui sera perdu lors du dégonflage du bâtonnet, c'est-à-dire une fois qu'on a gonflé un ballonnet, on peut avoir un diamètre du stent, mais une fois qu'on dégonfle le ballonnet, il y aura un pourcentage du diamètre du stent qui sera perdu. Et puis, sa visibilité et le type de revêtement, ce qui va différencier, est-ce que c'est un stent avec élution et donc avec un revêtement médicamenteux à paclitaxel, sirolimus, zotarolimus ou biolimus, ou bien c'est un stent nu. Donc là, vous avez plusieurs formes de cellules et de connectivité. Ça dépend des industriels, ça dépend des fabricants. Et tout ce qui est stent nu, c'est la même chose, c'est des treillis métalliques et ça a les mêmes caractéristiques, des matériaux différents, soit en acier, soit en alliage cobalt-chrome ou alliage platine-chrome, mais ça a plusieurs diamètres, ça va de 2 à 5 mm et les longueurs, ça va de 6 à presque 5 cm. Ceux qui sont à élution, c'est exactement la même chose qu'un stent nu,
Mais la seule différence, c'est juste l'adjonction d'un agent antiprolifératif avec une libération locale au niveau de la lésion de l'immunosuppresseur pendant un mois. Et donc, il y a des stents qui sont à polymère permanent et durable, d'autres à polymère biorésorbables, et on retrouve de plus en plus des stents à polymère free et donc sans polymère, et ce qui va conditionner la vitesse d'élution du principe actif. Ces stents-là, ils vont diminuer le taux de resténose car pendant le premier mois, grâce plutôt à la présence de la molécule active, mais ça donne une thrombose active après résorption, c'est-à-dire au-delà, au long terme, on va avoir les mêmes thromboses artiques qu'un stent. Donc finalement, les premières générations, c'était des stents avec des épaisseurs de polymère, des épaisseurs de maille qui étaient très grandes. Les nouvelles générations, les épaisseurs de polymère, elles sont diminuées également pour les mailles. Et maintenant, les nouvelles générations, c'est les stents à polymère résorbable et les stents sans polymère. Donc les points forts, il faut dire que les stents actifs par rapport aux stents nus, ils ont permis de diminuer le taux de resténose et de diminuer les cas de réintervention. Il faut savoir que les stents de première génération, comparés aux stents nus, ils ont diminué le risque de thrombose précoce dans les 30 jours grâce aux produits immunosuppresseurs qu'ils contiennent, mais le risque de thrombose tardive est légèrement plus élevé que les stents nus. Les stents actifs ou stents nus, ils ont la même mortalité, ils ont une mortalité plutôt comparable à long terme. Il faut savoir que les stents de deuxième génération, comparés aux stents de première génération, ils sont au moins tout aussi efficaces, avec un risque de thrombose qui est particulièrement bas, et que les stents à polymère biorésorbables, par rapport à ceux qui ont des polymères durables, ils ont un risque de thrombose très tardif, très inférieur. Donc, l'angioplastie pour les patients à haut risque ou les patients diabétiques, on choisira le stent actif. Pour les autres patients, on pourra revasculariser les patients grâce à un stent. Donc, je vais finir juste par cette vidéo pour vous montrer l'angioplastie en pratique, ce que c'est. Donc, c'est prévu pour restaurer le flux sanguin à travers l'artère une fois que c'est... Ça dure entre 30 minutes et 3 heures. Donc là, c'est un introducteur fémoral qu'on va mettre. Donc là, c'est l'aiguille. Et là, c'est le guide diagnostic 0035 qui est acheminé. Docteur Jaraya, s'il vous plaît, de faire un peu plus vite. On est pris par le temps, s'il vous plaît. J'ai 2 minutes. D'accord. Donc là, c'est juste, on va mettre le cathéter guide. Donc là, on va retirer le guide diagnostic 0035. On va juste après introduire le guide d'angioplastie qui permettra... Là, c'est un blocage qu'on peut visualiser. Donc là, c'est un cathéter à ballonnet qui est introduit.
Donc là, on va introduire l'endoprothèse coronaire. On va juste implanter le ballonnet à l'intérieur du cintre et le cintre sera déployé. Après, on va juste dégonfler le ballon et le cintre, il est mis en place. Je vous remercie. J'espère que ça a été clair. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée si j'ai dépassé un peu le temps. Merci, Dr Jalaya. C'était très explicatif, très riche, très intéressant. On profite de la présence de Dr Jalaya avec nous en virtuel pour lui poser des questions pour la libérer. S'il y a des questions. Pas de questions? Juste une petite question pour vous, oui. Dr Jalaya. Je voudrais savoir sur le circuit de traçabilité chez vous en Tunisie. Est-ce que vous arrivez à avoir un circuit totalement informatisé ou pas? Alors, nous, à l'hôpital, je vous parle de notre expérience personnelle à l'hôpital Abdelrahman Meni Ariena. Nous, vu qu'on a une salle de cathétérisme qui permet de faire des angioplastiques primaires, donc il faut avoir tout sur place. On a toutes les tailles presque des stents, mais qui sont en dépôt, on ne les a pas achetées. Mais on peut avoir la traçabilité. On a la traçabilité sur Excel. On le fait, les noms des patients, quels sont les stents qui sont le nombre de stents, le diamètre, les longueurs qui sont présentes au niveau du service, ça on le sait. Et puis quel stent a été implanté chez tel ou tel patient, également on le sait grâce à Excel, et parce que, comme je viens de vous dire, on achète les stents que lorsqu'ils sont implantés chez le patient. Donc on les achète en nominatif et ils sont, grâce à notre système informatique tunisien créé par le ministère, sortis sur le système informatique selon la dénomination la dénomination du patient. Donc oui, on le fait. Merci beaucoup. Merci, Dr Jalaya. Je vous dis au revoir. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.